Dimanche le 24, il y a une île qui est morte de rire. Je vais vous parler de ça. Oui, c'est intéressant. Il y a toujours des gagnants dans des départements qu'on ne peut pas soupçonner des fois. Je trouve ça intéressant de vous en jaser. Qu'est-ce qui se passe avec le Bloc québécois? Poilievre a raison, le déficit fédéral. Enfin, fini les super référendums de citoyens qui veulent pas dans ma cour. Hein? Il y a des choses de bon. Recul des ventes au Québec, le steak va coûter plus cher. Ça c'est intéressant dans la section finance que je viens de tomber sur le Wall Street Journal. Le Bitcoin per share. Hein? Je vais vous parler, c'est quoi exactement? Est-ce que ça va devenir une nouvelle tendance? Et 8 ans, propriétaire d'une maison. Hein? Jamais trop tôt pour commencer. Jamais trop tôt pour commencer. Ça commence tout de suite. Il y a des matins, c'est pas toujours facile de trouver des nouvelles. Ce matin, c'en était une. Il y a beaucoup de nouvelles, mais toutes du réchauffé que vous connaissez. Parler de Kate, on a fait le tour. Là. C'est partout, donc j'ai pas de valeur ajoutée. Je fais de l'opinion. Quand j'en parlais, qu'est-ce qui se passe, on en parle, et où, puis pourquoi on fait ça. Maintenant, elle vient de sortir, donc c'est pas une nouvelle. Il y a beaucoup de meurtres qui s'est passé à Moscou, mais je peux pas faire de l'opinion avec ça. Donc, c'est bizarre. Il y a beaucoup de nouvelles, mais c'était plus dur, mais j'ai un bon show, là. Mais juste vous dire qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. J'apprécie que vous soyez là. Donc, merci d'être là. Si vous n'avez pas fait de like, vous le demandez au début. Hein? Et n'oubliez pas d'aller voir françoislambert.one après le show. Hein? Ou pendant, si vous avez besoin d'une petite pause. Merci d'être là. Poilievre, on va commencer ça avec ça. Poilievre tire à boulet rouge sur le Bloc disant qu'il ne protège pas le Québec. Puis, quelque part, il a raison. Hein? C'est quand la dernière fois, vraiment, que François Blanchet a sorti un peu enragé parce que c'est un pitbull. Donc, on est supposé le voir enragé une fois de temps en temps, qui va prendre la défense du Québec. Mais François Legault dit qu'il ne sert à rien. Poilievre dit qu'il ne sert à rien. Hein? Il se fait maintenir en vie par qui? Hein? Et pourquoi? Il y avait une occasion cette semaine sur la taxe de carbone de voter contre. Il a voté pour. C'est gênant de voir le Bloc québécois. T'sais. C'est gênant de faire le Bloc québécois, faire exactement comme le NPD. Et Poilievre a raison. Il ne nous protège pas. Quand même qu'il essaierait, il est dans l'opposition. Il ne peut pas faire grand-chose. Mais au moins, qui chiale tout le temps. Regarde le NPD, ils chialent tout le temps. Ils ont ce qu'ils veulent. C'est à ça que ça sert. Dans l'opposition, tu es là pour faire du bruit, pour t'imposer. Lui, il est juste content d'avoir sa job. Nommez-moi, on va faire un petit test. Là. Pensez rapidement. Là. 2-3 députés du Bloc. Je peux même pas vous en nommer. Hein? Pendant ce temps-là, le déficit fédéral, ça n'a pas de bon sens. J'ai le goût de vous le chuchoter. Là. C'est gênant. On est les 9 premiers mois de l'année. Le déficit fédéral est passé. De l'année passée, 6,4 milliards, qui était déjà énorme pour le fédéral, à 26 milliards. Donc, ça va finir probablement à 35 milliards. Ce déficit-là, probablement plus, peut-être dans les alentours de 40 milliards. C'est pathétique. On va le savoir au mois de juin. Là. Mais il faut les payer, ces dettes-là. C'est un héritage épouvantable qu'ils laissent. Hein. Hier, je vous ai parlé des millennials qui sont en maudit que leurs parents dilapident leur héritage. C'est un peu ça qui fait Justin Trudeau. Hein? L'héritage de nos enfants, on va leur laisser des dettes à payer. Juste un tas de dettes et une augmentation des impôts épouvantable. Tu sais, j'aime pas la dette, j'aime pas l'effet de levier, je ne crois pas à ça. Ni pour un pays, ni pour un individu, ni pour une entreprise. J'aime mieux prendre le temps de faire les choses. C'est sûr qu'il est obligé de s'endetter un peu pour la pandémie. C'est mal endetté parce qu'il n'a pas mis de balise puis il y a eu des abus comme Arrive-Can. C'est dit. Mais quand on voit le nombre de fonctionnaires exploser, quand on voit les contrats externes exploser, quand on voit Trans Mountain exploser les coûts, quand tu regardes tout ça, c'est pas conjoncture économique. C'est les gestionnaires qu'on a mis en place qui font ça. C'est tout simplement, c'est les gestionnaires qui ne savent pas gérer, veulent plaire et dépensent sans compter. C'est ça, plus le programme
pour faire plaisir au NPD, mais c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne, l'administration qu'on a en ce moment. Tu sais, le Parti conservateur qui va venir après, parce qu'ils vont rentrer, c'est assez évident, là. Les gens l'aimeront pas, là. Puis je prends pas à défense. C'est qu'il va falloir qu'il gère. Il est obligé de gérer. On l'a laissé. On a laissé le pays dans un état lamentable, tout simplement. Donc, c'est triste. C'est triste de voir ça parce qu'on aurait pu en avoir pour notre argent avec un petit peu moins d'endettement. Juste un peu plus de gestion et juste de dire, regarde, on va faire mieux avec ce qu'on a. On va utiliser les nouvelles technologies. On va s'améliorer. Non. Non. On pourrait être chanceux. Des fois, dans la vie, il faut que tu comptes sur la chance. Toi, tu es riche parce que tu es chanceux. Toi, tu l'as entendu souvent. Là. Un, je ne sais pas que je suis riche. Et deux, j'ai créé ma chance un peu. Mais il y a des pays qui n'ont pas créé leur chance, qui ont hérité de leur chance. Et je vous présente le pays le territoire d'Anguilla, qui est un territoire britannique. Ceux qui ne le voient pas, là, dans le fond, tu as l'île de Cuba. Après ça, tu as l'île d'Haïti et de la République dominicaine qui est séparée en deux. Donc, on s'en va de l'ouest vers l'est. Après ça, la République dominicaine, la prochaine île vers l'est, c'est Porto Rico. Et après ça, il y a un paquet de petites îles. Hein? Anguilla, Antigua, Barbuda, Montserrat, Guadeloupe, Dominique, Martinique, Sainte-Lucie, Barbade, Grenade, Trinité et Tobago. Puis après ça, on retourne en Amérique du Sud. Il y a Curaçao, il y a une Québécoise qui est là, que je suis sur TikTok parce qu'elle avait déjà amené mes produits d'érable là-bas. Donc, je la suis maintenant, très intéressant. Ça doit être un territoire. Tout ça, c'est des territoires, des pays où la fiscalité est assez avantageuse. C'est pour ça qu'on les connaît, entre autres. Mais parlons d'Anguilla. Nous autres, notre suffixe pour les Canadiens, pour les sites web, c'est .ca. En France, de .fr. Doit être .us aux États-Unis. Quelque chose que les gens n'utilisent pas tant. Sauf qu'Anguilla ont la chance d'avoir le suffixe .ai, intelligence artificielle. Donc, mettons x.ai, ce qu'Elon Musk veut faire. Ben, ça existe plus, ça? X.ai. Ça mène où, ça? X.ai. Open release of Grok. We are releasing... OK, bon, mais c'est ça, c'est Grok, qui est intégré dans X, mais je ne l'utilise pas. Donc, revenons ici, à notre map. Ils ont le suffixe AI. Donc, quand tu vas avoir un compte AI, ils sont presque tous achetés. Le gouvernement reçoit à peu près pour les enchères, pour l'avoir. Le gouvernement reçoit à peu près 32 millions par année. C'est quand même 10% de leur PIB. C'est un petit pays là, que je le mets à 320 millions de produits intérieurs bruts, qui est probablement du tourisme. Mais 10% de ça vient de la vente inespérée et inattendue du nom de domaine .ai. Donc, maintenant, je voudrais avoir françoislambert.ai. Mettons que je cherche. Là. Ça se peut-tu, ça? By françoislambert.ai. Là, ça m'amène ici, françoislambert.one. Oh, il y a tellement d'affaires. Faudrait que je vois où est-ce que je peux acheter ça sur GoDaddy. Hein? Voilà. Ça va au Québec. Alors, ça, je trouve ça bon. La loi 31, il y a eu bien des affaires. Il y a l'association de bail, il y a un paquet d'affaires. Mais il y a des choses quand même, on a beau critiquer la ministre Duranceau, mais elle a rajouté quelque chose que c'est fini. On va pouvoir donner des super pouvoirs aux maires des villes, entre autres pour les référendums citoyens. Vous vous souvenez, à Pointe-Claire, dans un stationnement près du REM, il y a un promoteur qui voulait bâtir 111 logements et un petit comité de citoyens, je pense qu'il était 10 ou 20, avaient bloqué le projet parce que les autres n'en voulaient pas dans leur cours de ça. Je pense que c'était un vieux restaurant à la fleur ou une place assez... donc, ça n'a pas passé. Et la loi de la ville disait que s'il y a un référendum puis les citoyens disent non, ben c'est non. Donc, ça, c'est terminé. Ils peuvent le faire, mais la ville peut dire non, c'est quoi, on va le faire pareil. Donc, c'est fini le niaisage des citoyens parce qu'on va se mettre dans le pot. La ville est là, elle va avoir plus de taxes. N'importe quelle ville. Ils veulent grandir, on est en pénurie de main-d'œuvre. On parle de Magog qui
qui utilise ce règlement-là pour la première fois. Personne n'en voulait dans sa cour. La mairesse a dit, moi, je le veux, on va le faire, tout simplement. Ça a du sens. Hein? Tu sais, tu mets des gens au pouvoir, puis ils peuvent pas gérer parce qu'il y a un comité qui va dire non, pas dans ma cour. Puis dans les villages, dans les villes, il y a toujours quelqu'un qui dit, moi, je ne le veux pas dans ma cour, fais-le à côté. Mais c'est pas comme ça qu'on va régler la pénurie de logement. C'est pas comme ça qu'on va régler l'urbanisme que les villes veulent faire. Tu sais, ça prend à un moment donné une force, ça prend à un moment donné une volonté. Et ça, pour moi, ça a bien du bon sens. Parce que des fois, pourquoi on a donné autant de pouvoir aux citoyens à un moment donné? Probablement parce qu'il y avait des maires qui jouaient en roi et maître. Là, maintenant, je pense que la balance doit revenir de l'autre côté. Il reste que des erreurs d'urbanisme, il y en a. Là. Moi, Outremont, là, dans ma face, l'autre bord de ma maison, j'étais un bloc de 18, là, 18 étages. Et juste de mon côté, c'est des maisons. Juste en arrière, c'est des maisons sur Côte-Sainte-Catherine. Donc, est-ce que ça a du bon sens? C'est weird un peu. Donc, c'est sûr, c'est des erreurs d'urbanisme du passé. Mais entre ça et laisser un peu plus de pouvoir aux maires et aux promoteurs, on veut des maisons, on s'en sortira pas. Regardez le nombre d'Ukrainiens. Ici, on n'en voit pas beaucoup d'Ukrainiens parce que, historiquement, ils sont allés en Alberta. Mais il y en a 10 000 par semaine qui rentrent en Alberta, des Ukrainiens. C'est pas fini, là. On n'a pas fini de recevoir des immigrants. Il va en avoir un peu moins avec les nouvelles règles, là. Mais on va en avoir beaucoup. Puis le pays a toujours été une place d'accueil. Mais avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, il faut accélérer tout simplement. Il faut accélérer la construction de logements. Et j'aime bien ça, de voir à un moment donné que, fini le niaisage, là. Faut que ça avance à un moment donné. Hein? Faut que ça avance. Il y a un nouveau sondage qui a été fait. Qu'est-ce que les consommateurs aiment? Aiment ça, se faire. Quand on va dans une boutique, il y a deux choses qu'on veut. Hein? Des bons prix et se faire servir en français. Le problème, c'est que Montréal a une mauvaise réputation de ne pas se faire servir en français. On a tellement tapé sa tête dans le coin d'NDG, de Montréal, rue Sainte-Catherine, qu'on n'a pas de service en français, que les Québécois ne viennent plus dans ce coin-là parce qu'ils se disent on ne se fera pas servir en français. Donc, ça a commencé avec des commerçants, puis la loi dit qu'on doit se faire servir en français, puis autant que je suis pour le bilinguisme, autant je suis pour laissez-moi tranquille avec le français, autant que c'est une question de respect envers la clientèle, de nous parler en français en premier lieu. Moi aussi, ça m'insulte. Ça m'insulte. Cependant, des fois, je vais plier sur mon orgueil si ce que je veux il est disponible. Là. Mais donc, ça a fait une mauvaise réputation qui fait que le centre-ville s'est vidé. Hein? Le centre-ville s'est vidé. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a des options en ligne, beaucoup plus. Là. Aller au centre-ville de Montréal, se stationner, moi, j'habite pas loin. Je le marche quand je peux, quand il fait trop froid, puis il faut que j'y aille, j'y vais en auto. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Là. C'est pas fait pour tout le monde d'aller là. Donc, la mairesse, elle a voulu. Elle pense que tous les citoyens vont arriver en bicycle à pédale à partir de Laval pour venir au centre-ville. C'est pas vrai, là. Donc, elle a fait un centre-ville pour elle. Ramène ça, après ça, l'anglais qui est prédominant. Ben, t'attires pas le reste du Québec. Hein? On parle souvent du reste du Canada, le ROC, Rest of Canada. Ben, le reste du Québec, on va l'appeler la RDQ, ben, ils viendront pas magasiner à Montréal en pensant qu'ils vont se faire servir en anglais. Et ça, c'est la responsabilité puis la délinquance des magasins qui se sont auto-bananés, hein? Qui sont tirés des pattes en faisant pas attention à ça. Donc, on va aller voir la rue Sainte-Catherine, elle est vide. Une des rues que je marche régulièrement à Montréal, c'est Laurier, parce que j'habite tout à côté. Et il y a encore une boutique qui a fermé cette semaine. Puis c'est la question que je me pose à chaque fois. Comment vous faites, ceux qui ont des boutiques, pour survivre si vous n'avez pas un aller-et-vient? Puis vous me demandez souvent d'ouvrir des boutiques. Je n'en ouvrirai jamais. J'ai un excellent service en ligne. Vous n'avez pas à vous déplacer. On vous livre ça en moins de 24 heures. Donc, pourquoi je vais prendre la chance d'avoir une boutique quelque part qui fait aucun sens? Parce que si j'en ouvre une à Montréal, il n'y en a pas à Laval. Les gens de Laval ne viendront pas à Montréal. Les gens de Longueuil, à Québec, il n'y en aura pas. À Sherbrooke, il n'y en aura pas. Vous voyez, je ne gagnerai pas à faire ça alors que je suis capable de vous le livrer. Faites le test la semaine, là. N'importe quand. Commandez avant 3 heures de l'après-midi.
Vous allez voir quand est-ce que vous allez le recevoir. Vous allez être très, très surpris. Donc, j'aime mieux faire ça, puis vous offrir un service en français. En ligne. Hein? En ligne. Alors, on s'en va tomber sur la tête. C'est un cours tomber sur la tête, mais je pense que vous allez rigoler un petit peu. Hein? Rigolons. Rigoler, rigolons. OK, je m'envoie ici. Je cherche mon piton. Je ne savais pas qu'en 1937, il y avait un problème de poids chez les dames. On va aller voir ça ensemble. Si les femmes connaissaient l'opinion des hommes. J'aimerais ça faire des pubs de même aujourd'hui. Lors de... J'aimerais pas ça, c'est une blague. Guillaume le Métivier, j'aimerais ça. Hein. Il y a deux gars qui regardent une femme maigre. C'est épouvantable. C'est un épouvantail. Peut-on être aussi maigre? Et l'autre homme lui répond, je ne voudrais pas déjeuner avec elle tous les matins. Et là, il y a une femme qui parle, elle est pas totune, elle est juste normale. Attention, maigriotte. Des centaines ont engraissé de 5 à 15 livres avec cette méthode facile. C'est boire. J'aurais aimé ça exister dans ce temps-là, tu sais. Moi, je vous dis de ne pas manger de la barbe à papa en vous levant le matin. Moi, je t'arranger ça, moi. Manger de la barbe à papa tous les matins. C'est une blague. Les hommes ne le diront peut-être pas, mais leur attitude ne s'occupant pas d'elles disponibles parce qu'elles sont trop maigres, c'est épouvantable comme pub. C'est épouvantable. Garantie de remboursement, ça ça n'engraisse pas. Ça sera tout. Ça vaut pas la peine de continuer. J'espère que vous comprenez que je trouve ça complètement ridicule, hein? Mais on se retourne en 1937 dans d'autres. Je recule de 80 et 90 ans, des fois 10 ans pour voir comment on évolue comme société ou comment on désévolue. Et ça me fait mourir de rire, ce genre d'annonce-là. Hein? C'était dur à lire parce que des fois, c'est une photocopie qui est mal faite. Là. Fait que voilà. Hein? Les ventes en janvier ont diminué de moins 0,3. C'est surtout les autos. 3% de moins pour les autos. C'est normal. Maintenant, les autos coûtent 20 000 $ de plus qu'il y a 5 ans. Là. On commence à les tirer et on est entre deux. Hein? On est entre deux pour les autos. Est-ce qu'on les tire un peu en espérant que les technologies de l'auto électrique vont s'améliorer? Est-ce que on n'a pas une scène, donc on étire notre char? Est-ce qu'on prend une deuxième auto ou on travaille de la maison? C'est sûr que si tu avais deux autos pendant 5 ans, tu avais acheté en 2018, mettons, et là, tu travailles de la maison depuis ce temps-là, est-ce que tu revends ton auto et tu n'en prends pas une autre? Il y a quand même un mouvement d'utilisation de nos autos qui est en place. Là. Je fais partie de ceux qui étirent mon camion parce que j'attends de voir l'évolution des camions électriques dans les prochaines années. J'ai un camion diesel, j'ai la paix. Je peux faire le tour du Québec sans même tank. Et pour moi, ça, là, c'est cette paix d'esprit-là. Vivre avec le range anxiété. J'ai un Range Rover. Je ne veux pas vivre avec le range anxiété de ma batterie. Donc, c'est pas fait pour moi encore, tout simplement. Un jour, et c'est pas que j'espère, c'est sûr qu'un jour ça va arriver. Donc, je fais partie de ceux qui n'achètent pas de nouvelles autos. J'étire la mienne. Et donc, je fais baisser les ventes, bien entendu. Je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Donc, on est entre plusieurs choses. Hein. On veut payer moins cher, les autos électriques coûtent cher. Les autos à gaz, c'est un peu gênant aujourd'hui d'acheter une auto à gaz. Hein. Même au moins hybride, mais purement à gaz, j'en connais pas beaucoup qui achètent des nouvelles autos comme ça. Donc, à suivre. Hein? On va suivre ça de près. Par contre, les passe-temps, tout ce qui est passe-temps, qui est divertissement, les ventes ont augmenté. Et vous savez pourquoi? L'effet de richesse. C'est quoi l'effet de richesse? C'est que la bourse a augmenté beaucoup. Hein? Dans les 3 derniers mois, le S&P 500 a monté, je ne sais pas si je peux le voir vite fait, là. Pas prévu, là. J'avais pas prévu. S&P 500, j'avais pas prévu. Je vais regarder ça. On va regarder. Je m'adapte.
Regardez, ça, c'est depuis 6 mois. Hein? Depuis 6 mois, ça a augmenté de 20%. Puis si on regarde depuis 3 mois, donc on est en 31 décembre, le 22, de là à là, on parle de 10%. Donc, ça a augmenté. Ça augmente de 10% par trimestre en ce moment. Donc, on est sur un pace qu'on ne tiendra pas là, de 40% pour le S&P 500 pour 2024. Les gens sur papier sont plus riches, donc ils ont tendance à dépenser un peu, ou ils prennent des profits, puis ils se gâtent un peu. Donc, cet effet de richesse-là, vous voyez la bourse qui augmente, il faut que ça augmente de façon logique, mais tous les bons côtés que ça a. Cependant, il ne faut pas oublier, là, ça va retomber. Hein? Ça va tomber à un moment donné, la bourse, et ça va remonter après. C'est comme ça. Il va y avoir un petit crash, puis on se le souhaite pas trop dur. J'aime ça quand même, les petits crashs. Là. On a eu quand même une couple depuis un mois, on a eu des petits hauts et des bas, là, tu sais. Mais pas rien de majeur. Pas rien de majeur. Le steak, il coûtait déjà cher, hein? Le steak a augmenté en fou. Mais regardez ce qui se passe, hein? En ce moment. Ça coûte cher, élever des bœufs. Ça coûte très cher. Donc, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs? Ils commencent à vendre de l'inventaire. Tu sais, quand tu es cassé un peu, tu es serré financièrement, donc au lieu de garder, mettons, comme 100 vaches, tu vas peut-être en garder, normalement, tu vendrais les bébés, tu gardes les mères pour avoir d'autres, en avoir encore plus, tu gardes une couple de bébés pour augmenter ton cheptel, c'est comme ça, hein, qu'on grandit tout le temps. Mais quand tu es serré financièrement, ce que tu fais, tu vends tous tes bébés et tu vends une couple de mères pour dire, ouais, je vais en vendre 2, 3 pour payer les taux d'intérêt qui ont augmenté. Ça fait partie, hein, de vendre l'inventaire. On ne renouvelle pas notre inventaire. Et à un moment donné, ben, c'est correct, c'est comme si tu vendais, c'est comme si tu as de l'immobilier, mais tu en vends un peu pour être capable de payer tes frais fixes. Sears avait fait ça. Hein? Simpson, pas Simpson, Sears, ses magasins n'allaient pas tellement bien, mais il y avait tellement d'immobilier, fait qu'à un moment donné, ils vendaient l'immobilier pour se tenir à flot, puis à un moment donné, ça pète aux frettes. Ben, c'est ce qui arrive en ce moment avec les producteurs de bœuf. Donc, il y en a moins de bœuf, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui arrive que lorsqu'il y a moins d'offres, ben, les prix augmentent, tout simplement. Il y a une limite, à un moment donné, on ne mangera pas du steak à des prix de fou. Donc, il va falloir qu'il y ait une balance, tout simplement. Ça va être un grand repas. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un steak, d'ailleurs. Très, très longtemps. Je suis dû pour manger un steak. Si j'en ai pas ici. Il n'est pas ici en campagne. L'exportation de vin français à la baisse de beaucoup, 14%. C'est énorme, hein? Déjà, la France, elle enlevait quelques vignes pour justement créer une rareté, mais ça continue en plus, puis compte de malchance, c'est une bonne année. Donc, ils ont produit 4% de plus de vin pour 14% de diminution. Donc, les viniculteurs français vont en arracher solide cette année. Là. Hein? 14%, là, j'essaie de penser, qu'est-ce qui serait l'impact de ça ici au Canada? Il n'y a rien qui me vient en tête, le sirop d'érable. On n'en exporte pas assez pour que ça fasse un impact. Les vins français étaient redevenus les premiers vins exportés devant l'Italie. Donc, ça va chialer dans les journaux. Je risque de vous en parler une couple de fois durant l'été puis l'hiver qui s'en vient dans les prochains 12 mois parce qu'ils vont sûrement encore enlever des vignes pour recréer un effet de rareté. Il y en a trop, tout simplement. Lululemon qui prend une petite débarque à la bourse. Et je vous parle de Lululemon, je vous amène. Un petit débarque de quand même, regardez, dans la dernière année, il a monté de 30%. C'est excellent. Mais regardez, sur 5 jours, il était à 478, il en vaut 403, donc il a pris une débarque assez forte, là. Donc, on parle d'une débarque de 15% de Lululemon. Lululemon, c'est des leggings, entre autres, de sport, surtout. Plein d'autres affaires, mais c'est ça qui fait qui ont fait leur marque de yoga. C'est basé à Vancouver, donc c'est un succès canadien qui est vendu à travers le monde. Les ventes sont en chute libre, mais regardez ce qu'un des fondateurs ou le fondateur avait écrit. Hein? Je vais vous le lire. Là. Il a fait un Guillaume le Métis-Vierge et je me demande si cette déclaration-là qui était faite là, au mois de janvier, il y a 3 mois, si ça a un impact sur les ventes un peu, parce que je vais vous le lire, c'est en anglais, là, je m'excuse. Là.
The founder of Lululemon has condemned the company diversity push, suggesting some women are too overweight to wear yoga pants. Ça aide pas bien, ça a fait une grande critique. Hein? Chip Wilson, il dit que les actuels gestionnaires ont peur de la mauvaise critique, puis ont voulu faire plaisir à tout le monde, et c'était pas ça le brand, et tout de suite après, au dernier trimestre, les chiffres dégringolent. Donc, tu sais, ils aiment peut-être pas ça, mais hein, c'est ça qui est ça. Donc, ça a pogné une débarque suite à ça, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que c'est sûr que si tu veux acheter des Lululemon, puis le propriétaire il dit puis t'es pas une mannequin internationale, puis le propriétaire il dit c'est pas fait pour toi, mais ça se peut que tu choisisses une autre marque. Hein? Et quel était le pourcentage de gens qui achetaient, qui se sentaient pas comme des mannequins internationales? Probablement 80% des femmes. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a un lien avec ça. À suivre quand même, c'est une bonne débarque, 15%. Et ça, c'est intéressant. Bitcoin per share. Hein? Je vous montre une micro-stratégie, parce qu'il y a des gagnants. On a parlé beaucoup de Micron dernièrement. On a parlé de Nvidia, qui est toujours là. Mais il y a d'autres gagnants. Micro-stratégie. Stock. MicroStratégie, il y a deux. Ils font des affaires financières. Regardez sur un an. Sur un an, on a du 478%. Hein? Et pourquoi? Entre autres, c'est que le propriétaire, c'est un spécial, mais qui tripe sur le Bitcoin. Il en a acheté puis il a endetté la compagnie. Entre autres, pour 5 milliards pour acheter du Bitcoin quand il était moins cher. Et ça a remonté en fou grâce, entre autres, au Bitcoin. Et bien entendu, sa stratégie a ouvert les yeux de dire « Hey, qu'est-ce qu'on fait avec les fonds disponibles dans la compagnie? » Parce que les compagnies ont des fonds. Est-ce que tu investis constamment dans ton core business, ce qui n'est pas fou, ou tu en profites pour investir dans des placements? Et bien évidemment que moi-même, je ne suis pas encore rendu là parce que tout l'argent qui reste dans françoislambert.one, on le met dans la croissance de la compagnie parce qu'on est une petite compagnie en croissance. Mais donc, j'achète beaucoup d'équipements. Mais ça, quand tu vois ça, moi aussi, j'ai pensé. Je parlais à Marilyn un jour, si on a de l'argent, on pourrait mettre un peu, à chaque mois, un peu d'argent de côté, peut-être dans la crypto-monnaie, peut-être dans des placements traditionnels. Mais c'est évident que ça fait réfléchir. Et le mouvement du Bitcoin, pourquoi le Bitcoin monte? C'est sûr qu'il y a d'autres compagnies qui veulent copier ça, tout simplement, ce modèle-là. Donc, est-ce que le Bitcoin per share va devenir une valeur? On a earning per share, on a toutes sortes de ratios. Mais est-ce qu'un jour, les compagnies vont être aussi évaluées sur le nombre de Bitcoin qu'ils ont par action en circulation? Je pense que pas à court terme, mais c'est peut-être une piste à regarder définitivement. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a des précurseurs là-dedans. Et quand ça marche, ça marche. Hein? À suivre, on suivre ça de près. On va suivre ça de près. En passant, je le sais qu'on dit pas suivre, c'est suivre ça. Je le sais. Hein? Sharon Stone, 63 ans, belle femme, toujours été belle. C'est la Margot Robbie du temps, de Barbie. Elle voulait faire Barbie en 1990. Elle était voir les producteurs et elle a dit on devrait faire ça serait bien, je pourrais faire Barbie. Et les producteurs en 1990, ils ont répondu, ils l'ont mis dehors. Ils ont dit es-tu assez folle, toi, on touche pas une icône comme Barbie. C'est arrivé 40 ans plus tard. Ça n'a de rien, 1990, ça fait 40 ans. Là. 2000. Ça fait 35 ans. 35 ans. Elle avait 35 ans à peu près, Sharon Stone. Fait que non, ça n'a pas été Sharon Stone, c'est finalement Margot Robbie. En Australie, il y a une famille, il y a un père et une mère de famille qui se font un peu varloper sur les réseaux sociaux parce que ils ont fait acheter une maison à leurs enfants. La plus jeune, elle a 8 ans. Puis depuis qu'ils sont jeunes, ils mettent de l'argent de côté. Puis leur philosophie, c'est l'éducation financière des enfants doit commencer dans un très jeune âge et de leur montrer
que pour être riche, si on veut, faut commencer très tôt à épargner et mettre de l'argent de côté. Donc, ils ont dit, ben parfait, on va vous acheter une maison. Ils n'habitent pas dedans, là, mais ils ont acheté la maison. Donc, au lieu de se donner des cadeaux depuis qu'ils sont jeunes, ils donnaient de l'argent. Elle avait 5 000 $ de côté. Avec ses autres frères et sœurs, ils ont mis à mise de fonds. Les parents ont probablement aidé aussi. Mais c'est d'éduquer les enfants à leur futur financier, de dire, pense pas à te gratifier tout de suite. Hein? Mets de l'argent de côté, économise et la gratification viendra plus loin dans le temps. Donc, aujourd'hui, on est à l'étape où on veut être gratifié tout de suite. Hein? Gagne une pièce, on va dépenser, on veut s'amuser. Ce qui, eux autres, approchent comme idée, c'est non, regarde, tu le feras plus tard, mais plus tôt tu vas commencer, plus vite que ton équité va s'améliorer. Donc, c'est sûr, ça fait jaser. C'est probablement la propriétaire la plus jeune au monde. Donc, intéressant. Et finalement, tu te demandais, parce que l'autre jour, je t'ai parlé de ça à toi, là. Tu sais. Je t'ai parlé de ça, je t'ai dit, regarde, tu peux pas tromper ton conjoint ou ta conjointe dans l'État de New York parce qu'il y a une vieille loi de 1907 qui rendait ça illégal et tu pouvais aller en prison ou payer une amende sérieuse si la police te prenait à tromper. Hein? C'est réglé. Trompe all the way, c'est plus illégal depuis cette semaine de tromper son conjoint et sa conjointe à New York. Vas-y, all-in. Hein? 2-3 fois par semaine, mon chum. Vas-y, t'es correct maintenant. Je sais que t'avais peur, t'attendais justement que je t'en parle. Fait que c'est fait et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée.